qu'au Sénégal, on oublie une chose. Nous n'avons jamais construit de prison. La première prison date de 1863. 1863, c'est-à-dire, cette prison, elle a 153 ans. Elle est à Saint-Louis. La deuxième prison, elle est celle, tout simplement, de Bambey. Elle est de 1916. Elle est centenaire. Elle a 100 ans. Et celle que nous connaissons le plus, après avoir nommé la MAC de Sédhiou, et qui a 92 ans parce qu'elle est de 1924. Rebeuss, qui est la plus célèbre, elle est de 1929. 1929, vous voyez bien ce que ça fait, c'est 87 ans. Donc, nous avons un dispositif carcéral très vieux. Est-ce que ceux qui ont construit ces prisons sont allés en prison? C'est la vraie question. Je fais référence à cette fameuse croyance populaire. Mais justement, il y a 3 points pour expliquer la surpopulation carcérale au Sénégal. Pourquoi on n'a pas construit des prisons? La première des choses, il y a une opinion réticente. Moi, je suis fort heureux que les Sénégalais aujourd'hui disent qu'il faut tenir compte de la dignité des prisons. Vous avez fait référence à un défenseur des droits. Ça a été mon combat, 37 ans. Il y a 37 prisons au Sénégal. Je les ai visitées. Et jamais on a voulu qu'il y ait la construction. Tous les gouvernements ont été confrontés à cette question. Parce qu'on pense qu'il faut construire des maternités, c'est vrai. Des centres de santé, c'est vrai. Mais l'opinion n'accepte jamais alors la construction de prisons. Maintenant, on va construire, on va en construire. Voilà. Et on se dit qu'il y a les autres. Et aussi, la coopération internationale n'en veut pas. Aucun État au monde ne veut coopérer en se disant que je construis des prisons, par exemple, pour le Sénégal. C'est de l'antipathie. C'est un instrument de répression entre les mains des gouvernants. Et il y a la superstition. Au Sénégal, il faut le dire. On parle toujours du cas Mamadou Dia. On te dit ce qui s'est passé à Kédougou, c'est parce qu'il a construit. Alors, les présidents successifs n'ont pas fait. Que ce soit Senghor, que ce soit Abdoulaye Wade, que ce soit aussi le président Diouf. Alors, le résultat... Et aujourd'hui, le président le résultat, depuis l'indépendance, nous n'avons pas de prison. Donc, depuis 1863, nous avons des vieilles bâtisses. Et aujourd'hui, il y a une opinion forte en raison de l'exigence du développement de la citoyenneté qui voudrait qu'on prenne compte de la dignité humaine. Alors, j'espère que le soutien sera là au niveau du ministère de la Justice pour que nous ayons les fonds, que des milliards soient déboursés pour que la construction de la prison de Sébikotane de 1500 places et qui va répondre aux stars internationaux et qu'il y aura le soutien pour cela. Cela fait 3 ans que vous en parlez. Je faisais remarquer un député. Mais est-ce que cela va se faire maintenant, là, concrètement? Oui, maintenant, je vous dis 2 choses. En action directe. Au moment où je vous parle, le mois passé, je me suis déplacé à Sébikotane. Il y a déjà une première prison de 500 places que nous sommes en train de construire. 70% des travaux sont réalisés en janvier. Nous avons une prison de 500 places. Ce sera la première construction au Sénégal. Il y a aussi une autre de 1500 places, toujours à Sébikotane. Et celle-là, nous attendions de vendre Rebeuss. C'est une procédure, c'est un domaine de l'État. Il faudrait nécessairement que le Parlement donne son autorisation. Où en êtes-vous? L'évaluation. D'abord, nous venons de faire l'évaluation. Oui, terminé. Rebeuss est évalué à 6 milliards 980 millions, donc à 7 milliards. Il faut trouver un acquéreur. Si on n'en a pas, le président de la République, Macky Sall, a dit que dans les arbitrages budgétaires, des fonds seront mis au ministère de la Justice pour que les travaux puissent commencer pour les 1500. Mais déjà, une prison sera prête déjà au mois de janvier. Alors, nous allons y revenir parce que quand même, il y a eu mort d'homme. Nous allons insister dessus. Il y a eu des blessés, une quarantaine de blessés. Avez-vous pu situer au jour d'aujourd'hui les responsabilités? Vous avez parlé d'une mutinerie planifié, organisé hier quand vous vous êtes rendu à Rebeuss. Oui, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est de présenter les condoléances à la famille de Ibrahima Fall. Et parce qu'il y a mort d'homme, il faut toujours regretter la perte d'une personne. Et il y a eu des blessés. Et ces blessés, vous venez de les situer exactement. 27 blessés du côté des détenus et 14 du côté des gardes pénitentiaires. Et lorsque je suis venu, hier, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de me déplacer, aller les rencontrer, aller les voir. C'était des blessés légers, beaucoup sont sortis, il n'y a plus que 9. Il y a 6 qui sont au niveau des principales et 3 autres au niveau du pavillon spécial. On aurait pu donc leur vie n'est pas en danger au jour d'aujourd'hui. Selon les médecins.
Et ces médecins, je dois les féliciter pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire en matière de soins, avec les infirmiers, avec tout le personnel qui est sur place. Je dois le dire. Et il est important aussi de souligner un fait, parce que vous avez posé une question directe. Que s'est-il passé? Il ne faudrait pas parler à l'emporte-pièce. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous sommes dans un État organisé. J'ai demandé une enquête impartiale, indépendante, confiée à la DIC. Et pour faire les responsabilités. À la DIC, vous savez, vous n'allez pas dire que les gardes pénitentiaires dépendent aussi, ils sont des policiers. Ils n'en sont pas. Je voudrais juste dire que je les félicite aussi, parce que n'oubliez pas ce qui s'est passé ce jour. Il y avait 44 gardes pénitentiaires. Et il y avait ce jour 2073 prisonniers. Imaginez 600 qui ont poussé. S'il n'y avait pas leur professionnalisme, leur sang-froid et leur retenue, il y aurait eu un carnage. Et s'ils sortaient, c'est le quartier Rebeuss qui est en danger. Il n'y a eu ni évasion et ni, alors sur le champ, ni de mort, parce que c'est après... C'est tout Dakar en danger, c'est pas seulement le Dakar est en danger, il y a l'insécurité. Oui. Donc il y a eu du professionnalisme. Je voudrais donc les féliciter le directeur de l'administration pénitentiaire pour leur sang-froid et leur professionnalisme. Les policiers, aussi les sapeurs-pompiers, les gendarmes, tous ceux qui ont contribué. Notre système de sécurité, nos forces de sécurité sont des professionnels. Il faut les féliciter. Je voudrais aussi dire que ce qui s'est passé, évidemment, mérite réflexion. C'est un processus. Nous sommes longtemps restés dans une situation d'absence de réponse à la condition carcérale, à la surpopulation carcérale et aussi au surpeuplement. Mais avant cela, vous avez parlé d'action organisée, planifiée. Oui, à quoi faites-vous allusion, monsieur le ministre? Ce qui s'est passé, d'après les premiers éléments, je ne voudrais pas aller plus loin que l'enquête nous dise. Les gens avaient des armes, comment ils l'ont eu? Les armes avaient des pierres, comment ils l'ont eu? Les gens avaient des puces et des téléphones. Et ils communiquaient à l'extérieur. Et ils parlaient. Et comment cela s'est organisé? C'est une enquête indépendante qui veut le faire. Tout Sénégalais qui a un parent, un ami en prison, sait que l'histoire du téléphone, c'est une banalité aujourd'hui dans la prison. Voilà. Hein. Donc c'est une insécurité. Est-ce que vous savez que c'est la sortie seulement d'une correspondance sans que ça passe par le circuit administratif de la prison? C'est un délit. La sortie d'une correspondance. Oui, quelle correspondance? Donc, une correspondance, si quelqu'un donne, par exemple, une correspondance sans bien passer. sûr. Et à plus forte raison, téléphoner dans les prisons. C'est un danger jusqu'à ce que ça conduise à une mort, à une révolte. Il y a un sens de responsabilité. Mais un laxisme de l'État. Je vous dis qu'il y a un laxisme de l'État aussi. Oui, c'est ce que je vous dis. Il faut situer les responsabilités. Complicité interne et complicité extérieure. Nous devons tous avoir conscience que la manipulation de la prison, c'est exposer tout le monde au danger. Et aujourd'hui, je suis content que ce débat ait lieu. Mais on oublie les victimes. Quand on dit, bon, il y a un voleur de poule, je vais donner cet exemple, qu'on a la condamné, mais c'est parce que cette personne a porté plainte. Vous voulez qu'on dise, non, c'est une poule, laissez tomber. Et quand on prend un bétail, c'est un capital, une banque roulante, on touille la personne, on lui prend tous ses bœufs, et on voudrait, où est-ce qu'on veut qu'on la mette? Et pour Ibrahima Fall, voleur présumé de poule, puisqu'il est accusé de recel. De mouton. De recel, j'utilise une image pour vous reprendre. On l'accuse de recel, d'avoir acheté un mouton pour la Tabaski qui appartiendrait à quelqu'un d'autre ou qui aurait été volé. Et voilà qu'il perd la vie. C'est un exemple parmi d'autres de ces jeunes et moins jeunes qui sont en prison pour des délits mineurs, entre guillemets, alors que d'autres appelés de VIP, monsieur le ministre, le terme sort aujourd'hui. Justice de riches face à justice de pauvres. Qu'est-ce que vous répondez concrètement à cela? Et qui font des années et des années de détention préventive. Oui, donnez-moi l'exemple. Moi, je suis très précis. Pour lutter contre, par exemple, l'engorgement des prisons. Il y a des actions qui ont été menées. Une réforme législative de 2004 qui a supprimé les cours d'assises et qui permet aujourd'hui de juger à travers les chambres criminelles les gens qui sont responsables ou présumés responsables des crimes. Et ce qu'il faudrait surtout dire quand vous me dites qu'il y a une justice de riches et une justice de pauvres,
Oui, il faudrait en faire l'évaluation. Cela revient souvent dans l'opinion aujourd'hui. Oui, c'est une opinion. Aujourd'hui, on le dit. Mais c'est parce qu'on fait référence à des cas. Et ces cas, si vous ne les citez pas, je les entends. On te parle, par exemple, d'un Cheikh Yérim Seck, d'un certain nombre de personnes qui ont été libérées, c'est ce qu'on dit. Mais ce que je voudrais vous dire, et on fait référence à leur libération, et parce qu'il y a eu une grâce, qui est une prérogative régalienne du président de la République. Et vous vous imaginez, sur près de 9000 personnes, si vous voulez, je serai beaucoup plus précis, des personnes qui ont bénéficié de grâce présidentielle, 8293, 8291 à ce jour. Alors, est-ce que vous pouvez me citer 10 personnes qui sont des célébrités? Il n'y en a pas. Peut-être c'est même le moins grave. Le fait de bénéficier d'une grâce présidentielle est moins grave, monsieur le ministre, que des situations où des VIP, entre guillemets, par exemple, bénéficient de libertés provisoires qui deviennent définitives. Non. Lesquelles? Un exemple. Il y en a beaucoup. Mais un seul, il y en a pas. Il y en a beaucoup. Non, moi, je ne veux pas personnaliser, mais vous savez bien qu'il y en a beaucoup. Oui, moi, je connais le monde de la justice. Je suis avocat depuis 37 ans. Moi, je voudrais dire qu'il y a les généralisations abusives. On m'a dit qu'une telle a bénéficié d'une liberté provisoire. Cette personne n'est pas jugée. On a vu des chefs, je ne vais pas les citer et je vais donner les procédures sont en cours. Des chefs, des guides religieux ont bénéficié de liberté provisoire, jusqu'à présent libres comme l'air. Il y a des célébrités qui ont politiques comme non politiques d'ailleurs dans le showbiz, qui ont eu à bénéficier de liberté provisoire et on n'en parle plus. Les procès sont en cours. Oui. N'oubliez pas que nous avons été mobilisés par des procès qui nous ont pris 3 ans. La justice. Pendant 3 ans, il y a eu des procès célèbres que vous connaissez, qui ont pris énormément de temps. Et ensuite, maintenant, il y avait énormément de dossiers qui étaient en retard. On a commencé à prendre ces dossiers, à les juger. Ne vous en faites pas, l'année à venir, tous ces cas, ces on-dit, ces personnes qu'on ne cite pas, ces personnes seront jugées. Jugées. Oui. Que ce soit des guides religieux, que ce soit des hommes qui ont retiré, c'est des hommes qui attendent et qui sont très connus. Alors, les noms que vous ne citez pas, ces personnes seront jugées. Le dossier est en cours. Une procédure, vous savez, c'est toujours le problème que je dis. Le temps médiatique n'est pas le temps de la justice. C'est un temps de réflexion. C'est un temps de recul. C'est un temps de recherche. Surtout quand c'est une procédure criminelle. Il faut voir l'état psychologique de la personne. Des médecins sont consultés. Il faut savoir exactement, est-ce que c'est un état de démence? En ce moment, c'est une irresponsabilité. La justice ne fonctionne pas comme une baguette de magie. Une baguette magique. Mais ce qui est certain, tous les cas qui ont été énumérés et qui font aujourd'hui débat public au Sénégal, ces affaires seront jugées. Très bien. Alors, l'autopsie, vous confirmez qu'on aura le résultat lundi? Lundi, c'est-à-dire on fera l'autopsie. Oui. Les résultats, évidemment, ce sont les médecins, chacun son travail. J'ai exigé qu'il y ait une autopsie. Vous savez, quand il y a un problème, il faut aller au fond. L'affaire Bassirou Faye devait vous rappeler. Depuis l'indépendance, on n'a jamais jugé une affaire. Des crimes d'État. J'ai voulu que cette affaire, qu'on la jugeât. Et on l'a jugée aujourd'hui. Mais il y a eu tout un processus. Une phase d'abord d'enquête policière, une phase judiciaire. Et quand on est venu au niveau de l'autopsie et qu'il n'y avait pas de personnes qualifiées pour le faire, j'ai fait venir, au titre de la coopération internationale, quelqu'un de France, un expert balistique, pour situer la trajectoire de la balle. Parce qu'elle a percé le front pour sortir, et c'était une balle d'un calibre 9 mm. Aujourd'hui, nous avons un décision de justice. Mais c'est quelque chose d'important. C'est la même chose. L'État n'aura rien à cacher. Et moi, je ne le permettrai pas. Celui qui aura commis la faute, alors cette personne sera remise à la justice. Je ne dirai pas que c'est moi qui sanctionne. Je ne suis pas la justice. Je fais le travail nécessaire pour remettre à la justice les conditions dans lesquelles un crime a été connu ou un délit a été commis. Ce sont les policiers, les gendarmes qui le font. Le procureur ayant le dossier, nous nous demanderons de le remettre au niveau de la justice. Et ce sont les juges, après un débat contradictoire avec des avocats et autres, qu'une décision est prise. C'est un processus en ce moment-là qui n'est pas de mon ressort, parce que la justice est rendue par ceux qui sont constitutionnellement désignés pour le faire, les magistrats. Puisque certains noms sont tombés dans le domaine public, je n'aimerais pas que les auditeurs nous fassent le reproche. Je vais quand même donner quelques exemples. Oui. Cheikh Béthio Thioune, Thione Seck. Son procès aura lieu. Ils seront jugés. Ils seront tous jugés. Quand? Le plus rapidement. Les dossiers sont actuellement ficelés. À la rentrée, là?
Non, vous n'allez pas me dire la rentrée. Vous savez, la rentrée, c'est quand? Oui. La rentrée, c'est le 15 janvier. Et vous le savez, la rentrée, c'est le 15 janvier 2017 judiciaire. Le temps judiciaire, je vous ai dit, appartient aux magistrats. Ces dossiers au niveau des cabinets d'instruction ont déjà été instruits. Alors, ces dossiers-là, une fois instruits, il y a ce qu'on appelle un règlement. Alors, une fois que c'est déjà fait, l'affaire peut venir devant le tribunal, mais le processus par lequel les enquêtes doivent être faites, l'instruction, tout cela a été déjà fait. Donc, la phase de jugement, on va l'atteindre. Mais ça, c'est un processus qui ne m'appartient pas parce que le ministère de la Justice, c'est l'exécutif.